Vous rendre présent pour ce webinaire d'information du coup, sur les bonnes pratiques pour sécuriser son entreprise en 2022. C'est un webinaire que je ne vais pas animer seul, je vais l'animer avec des interlocuteurs de qualité qui sont tous les trois chargés de prévention cybermenaces pour le réseau RCM de la police judiciaire. Donc on a Sandrine Taureau, Frédéric Bernard et puis Cathy Gagnuchot qui vont intervenir quasiment tout le webinaire. Je regarde simplement, est-ce qu'on a encore d'autres personnes? Bon, c'est bon, je pense qu'on peut démarrer tranquillement. S'il y avait juste une ou deux personnes qui pouvaient me dire si vous m'entendez correctement, peut-être dans les questions ou quelqu'un qui peut allumer son micro simplement pour... Très bien, ouais, merci. Aucun On vous problème. entend bien. On entend bien. Super, merci beaucoup. Du coup, bah, on peut démarrer. Donc, moi-même, je suis donc Christophe Bruno, je suis un ingénieur commercial pour l'entreprise ID-Line et je vais vous montrer du coup le sommaire de notre intervention. Donc, on part sur une petite présentation succincte de ID-Line. Ensuite, on va parcourir un petit peu l'état des menaces, le contexte cyber, hein, les principales attaques, les conséquences économiques et sociales donc, que voient principalement nos collègues de la police judiciaire, les préconisations de l'ANSSI pour la partie technique et puis les préconisations de la police d'un point de vue administratif. Donc voilà, j'espère que ce sommaire vous conviendra. Je rentre tout de suite dans la présentation de l'entité ID-Line. Donc ID-Line, c'est une filiale d'un groupe un petit peu plus gros qui s'appelle NVL, où on est 200 collaborateurs, principalement des ingénieurs et des techniciens. C'est une filiale qui intervient sur l'hébergement de données et la sécurisation de ces données. On a plusieurs data centers qui sont en nom propre et qu'on opère. Et on est aussi opérateur, ce qui permet du coup d'héberger des systèmes informatiques tout en maîtrisant la chaîne complète, c'est-à-dire du lien Internet jusqu'au data center. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on exerce, hein, ça fait 14 ans qu'on exerce au sein d'ID-Line dans un groupe qui a à peu près maintenant 35 ans. Nos data centers sont certifiés ISO 27001, ce qui veut dire Information Security Management, donc le management de la sécurité des données. Et du coup, tout est fait pour garantir la sécurisation des données des clients qu'on héberge. Sur nos activités, du coup, on génère aujourd'hui 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un groupe qui en fait à peu près 30 millions. On a 1500 clients qui sont des PME, des ETI hébergés sur nos data centers. On gère sur la partie cybersécurité. Un indicateur qui peut être intéressant, c'est on infogère à peu près 2000 firewalls pour le compte d'entreprises dans le Grand Sud-Ouest. Et on intervient principalement auprès d'entreprises qui sont localisées entre Poitiers et puis Pau, en passant par Toulouse, Bordeaux, enfin en gros tout le Grand Sud-Ouest. Et puis la dernière chose que je vais vous montrer, c'est voilà, les activités, les domaines d'intervention d'ID-Line. Donc aujourd'hui, on est sur le domaine cybersécurité qui est vraiment au centre et encore plus au centre aujourd'hui qu'avant de nos activités puisqu'il y a énormément de besoins en ce moment là-dessus. L'hébergement, les aspects collaboratifs, donc tout ce qui peut être Drive ou Office 365 ou ce genre de choses. La partie opérateur, donc le raccordement de liens Internet à fibre optique, SDSL, 4G, ADSL, VDSL, tout ça, en VPN, MPLS, SD-WAN ou autre. Et puis la communication unifiée, donc c'est on va dire l'avenir ou plutôt aujourd'hui l'actuel de la téléphonie sur IP, c'est-à-dire tous ces systèmes de communication qui permettent de faire de la téléphonie sur IP à la fois sur des téléphones mais aussi sur des ordinateurs et puis des téléphones mobiles. Je vais rendre la main à du coup nos intervenants de la police judiciaire. Hop. Du coup, je vais donner la main à Sandrine Torrent. Sandrine, si vous voulez activer votre micro, c'est le bon moment. Non, c'est mon micro, oui. Il faut que je mette, ouais, mais il faut que je mette celui-là, pas l'autre. Celui-là. Voilà. C'est un écran. On va lancer le diaporama, on va mettre là.
Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, Allô? pour ma part, oui, mais ce qui serait pas mal, c'est que quelqu'un puisse confirmer du coup dans Oui, c'est les très bien. participants. Merci. Très bien. Super. C'est bon. Donc bonjour à tous. Nous faisons partie du réseau RCM de Bordeaux. Le réseau RCM, c'est un réseau de réservistes de la police judiciaire sous la direction de Paul Bousquet, le commissaire de la brigade financière de Bordeaux. Nous sommes issus du milieu professionnel, tant en tant que chef d'entreprise qu'en tant que salarié, de différents domaines, de l'administratif, des RSSI, de la banque. Enfin, on est vraiment tous différents et complémentaires dans notre activité. Moi, je suis une des plus anciennes de Bordeaux avec Frédéric. On est rentré au début de la réserve en 2019. Bonjour. Voilà, donc on remplace Martin et Olivier Graal qui devait intervenir pour l'ANSSI, mais qui ont eu un empêchement. Et on espère qu'on fera aussi bien qu'eux. Donc, on va vous parler de l'état de la menace. Si vous voulez poser des questions, Cathy complétera aussi dans le chat. Vous pouvez retrouver les liens qu'on va citer. Cathy est avec nous, réserviste à la police aussi. Donc effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2022, c'est on est face à, les entreprises en tout cas doivent faire face à ce nombre de menaces. Dans les grands chiffres, grosso modo aujourd'hui, on a 50% voire 60% des entreprises qui sont impactées par des cyberattaques et qui viennent impacter évidemment leur activité. Qu'est-ce qu'une attaque, grosso modo? Ça fait référence en fait à une vulnérabilité. À partir du moment où l'entreprise a un certain nombre de vulnérabilités, eh bien potentiellement il peut y avoir des menaces et des attaques sur son système d'information. Donc ça peut être des menaces de type naturel, type incendie, inondation ou autre. Et puis vous avez aussi des menaces non intentionnelles, l'employé qui par erreur va commettre une erreur sur le système d'information, modifier des données, effacer des données. Et puis vous avez troisième typologie de menace, ici, c'est les menaces intentionnelles. Donc là, c'est une volonté de nuire à l'entreprise. Donc extraire des données, récupérer des données, pirater le système. Ça concerne un petit peu toutes les entreprises. Aujourd'hui, on a tous les secteurs d'activité, ça va de la TPE, PME jusqu'au grand groupe. Malheureusement, ça concerne tout le monde. Tout le monde est confronté tôt ou tard à ce type de menaces cyber, donc d'origine cyber. Sachant que la France est aujourd'hui, au niveau européen, le pays le plus attaqué. Malheureusement aussi, on fait partie des premiers pays européens attaqués avec l'Allemagne derrière. Les chemins d'attaque, ils sont multiples, et puis toujours avec des objectifs également multiples. Donc, généralement aujourd'hui, c'est beaucoup crapuleux, c'est l'appât du gain, c'est nuire à l'activité, beaucoup de rançon logiciels avec des escroqueries financières et qui viennent bien sûr impacter l'image d'entreprise et qui coûtent aussi beaucoup d'entreprises pour remettre tous ces systèmes d'information en place. Et ça concerne un petit peu tous les secteurs. Donc je l'ai dit, toutes les entreprises, toute typologie d'entreprise aujourd'hui, mais aussi des d'hôpitaux, on a aussi des références dans l'actualité sur ces sujets-là. La branche commerciale, la branche RH, logistique, communication, production, finance, ça va venir. Aujourd'hui, on a une forte dépendance au numérique. On est tous connectés, on a des smartphones, des tablettes, on est en situation de mobilité, de télétravail. Donc autant de sujets qui aujourd'hui peuvent impacter l'entreprise et peuvent présenter des vulnérabilités et potentiellement donc des menaces. Le phénomène qui se développe aujourd'hui, c'est qu'on est aussi, tout en étant toujours plus connecté, on a aujourd'hui des dispositifs qui sont connectés. Donc, on va le retrouver dans le médical. On le retrouve progressivement également sur des voitures qui sont connectées. On a de l'électroménager, tout ce qui est également lié au transport aérien, ferroviaire ou industriel. On a de plus en plus d'outils qui sont connectés et qui potentiellement peuvent présenter des vulnérabilités.
Donc, autant, c'est un effet multiplicateur qui aujourd'hui peuvent impacter l'entreprise parce que ces systèmes connectés peuvent présenter des failles. Et si on ne les a pas identifiés, si on n'a pas fait d'audit de risque, d'analyse de risque préalable, pour essayer de voir un petit peu quelles sont potentiellement les vulnérabilités qui se posent sur ces objets-là connectés, eh bien, ça peut présenter de graves problèmes pour l'entreprise. On a eu des exemples, hein, alors je ne sais pas si vous avez vu, c'était Jeep, sur une voiture Jeep également qui était connectée. Vous avez dû entendre parler, c'était passé dans la presse il y a quelques temps, effectivement, où des hackers avaient réussi à prendre la main sur le véhicule. On a eu également des hackers également qui ont réussi à infiltrer un hôpital et à avoir accès aux systèmes connectés de radiologie, de scanner, etc., et de réanimation, donc avec potentiellement ça peut provoquer de graves dysfonctionnements, hein, voire aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est tout autant de sujets qu'il faut aborder. Et en parlant de connecté, on a eu aussi un cas avec un frigo connecté où la personne qui avait acheté ce frigo a vu débarquer chez lui la police. Toute la famille a été entendue, tout a été saisi informatiquement chez eux. Le père de famille a été en garde à vue parce que dans le frigo, quelqu'un a découvert quand même, parce que malgré que tout soit saisi et tout soit au poste de police, les images pédopornographiques qui circulaient arrivaient quand même bien à cette adresse-là. Et donc, les policiers sont intéressés aux objets connectés de la maison et ils ont découvert que le frigo Samsung qu'ils avaient acheté récemment avait une carte qui stockait des images pédopornographiques. Donc, quand on achète un objet connecté, c'est pas anodin et il faut vraiment s'assurer que tout soit bien sécurisé par rapport à votre intérieur parce que vous n'êtes jamais sûr. En fin de compte, c'était le fabricant qui avait glissé une carte à l'intérieur et le papa a été mis en garde à vue, donc ça fait pas toujours plaisir. Et puis ça fait un peu des séquelles dans la famille quand même, parce que voir arriver la police à 7 h le matin pour perquisitionner la maison, c'est pas terrible. Ouais. Donc au niveau de la typologie des risques, c'est beaucoup aujourd'hui, c'est des attaques, des cyberattaques de type crapuleux, escroquerie. Alors ce sont véritablement on avait beaucoup de douilleurs entre guillemets enthousiastes dans les années 80. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'escroquerie en bande organisée et des métiers très spécifiques, hein, avec des spécialités un peu, c'est des véritables business qui se sont mis en place. Au niveau des entreprises, les principaux risques, c'est souvent du phishing, hein, de l'hameçonnage, qui potentiellement peut venir rançonner l'entreprise avec des rançons logicielles ou des virus qui viennent aussi détruire le système. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est beaucoup de rançons logicielles, des systèmes qui viennent impacter les entreprises, donc chiffrer tous les serveurs et tous les postes de travail avec demandes de rançon derrière. Et qui viennent bien sûr parasiter l'entreprise parce qu'elle se trouve confrontée avec entre guillemets un écran noir, l'impossibilité de pouvoir continuer de fonctionner, de travailler normalement. Donc technique de phishing, rançon logiciel, FOVI, c'est les faux ordres de virements internationaux qui existent toujours beaucoup, et donc là c'est de l'usurpation d'identité pour effectivement essayer de détourner toujours de façon crapuleuse ces financiers, hein, de l'argent de ces entreprises-là, en se faisant passer pour un faux prestataire ou le faux président de la société. Donc voilà un petit peu au niveau des attaques crapuleuses, mais principalement ce qu'on retrouve aujourd'hui. Bien sûr, l'atteinte à l'image, eh bien, c'est des attaques type DDoS, déni de service, d'effacement de site internet. Ça, on en a vu beaucoup aussi et ça existe toujours. Et donc, bien sûr, à partir du moment où vous avez un site internet qui est complètement défacé, c'est-à-dire qui est modifié, qui a été transformé, avec des revendications qui peuvent être différentes, politiques ou autres, hein. Déni de service, donc voilà, c'est des attaques DDoS par rebond qui viennent effectivement faire tomber un site internet et atteindre le système d'information d'entreprise. Vous avez aussi ce qu'on retrouve aussi, qui ne se voit peut-être pas beaucoup peu, c'est tout ce qui concerne le piratage à vocation, entre guillemets, d'espionnage. Alors là, ça peut, effectivement, vous avez des bandes organisées, mais vous avez aussi beaucoup d'États tiers ou de concurrents qui peuvent être aussi amenés à tenter de pirater l'entreprise pour récupérer de l'information sensible et donc, entre guillemets, espionner, voire
vous faire perdre certains contrats. Et puis ensuite, le sabotage, dernier problème, dernier type de risque qu'on peut rencontrer, c'est des actes de sabotage, donc avec des pannes de serveurs, pannes informatiques, pannes d'ordinateur. Donc, c'est toutes les techniques qui nous permettent de saboter l'entreprise, d'empêcher également de fonctionner normalement. Et tous ces types de risques viennent bien sûr impacter l'image de l'entreprise et ont des conséquences financières importantes pour l'entreprise. Donc, on vous a mis quelques exemples. Alors, il y en a tous les mois, hein, ceux qui sont le plus parlants, parce qu'on en a parlé dans la presse, c'est pour ça qu'on peut divulguer les noms. Il y a eu l'hôpital de Dax, comme tout le monde le sait, qui a eu un blocage de ses dossiers patients et voilà, qui a été fortement impacté, où ils ont été obligés de reprendre dans certains services les documents à la main parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer les données. Il y a eu un vol interne chez Cdiscount d'un employé qui a détourné des informations, une base de données client pour la revendre aux concurrents. Parce que les attaques, le vol de données, ça se fait aussi en interne. On a un cas d'une start-up qui était rémunérée sur des clics. Elle avait fondé une application et ils ont un salarié qui est parti, à qui on n'a pas enlevé les droits, qui était aussi administrateur et qui a détourné les clics. Et du coup, la société s'est aperçue que le chiffre d'affaires baissait sur les clics. Ils ont contacté la police, enfin, ils ont contacté l'ancien salarié dans un premier temps, ce qui a eu un effet encore plus négatif parce qu'il a supprimé des sites internet qu'ils avaient créés. Donc, il a fallu refaire ça. Et derrière, ils ont contacté la police et ils ont pu interpeller la personne. C'était bien le salarié qui était parti, qui avait détruit, qui avait détourné les clics, détruit les sites et donc un gros travail de restauration derrière. Donc, attention aux collaborateurs qui s'en vont et des droits que vous leur donnez. On en parlera tout à l'heure dans les bonnes pratiques. On a aussi alors il y a eu deux cas de rançongiciel. À la CCI de Bordeaux et sur la société Inetum qui est spécialisée en informatique, qui a été aussi fortement impactée. La deuxième n'a pas exprimé le préjudice qu'elle a subi parce que vis-à-vis de ses clients, évidemment, quand on est un prestataire informatique, c'est quand même un peu nuisible. La CCI, je crois que tout le monde en a entendu parler aussi. Et ça a été, toi, tu connais bien le problème. Voilà, donc ils ont été impactés pendant des semaines, c'était très compliqué. Voilà, donc quand vous êtes chef d'entreprise, vous attendez votre cabis, c'est que vous ne pouvez rien avoir parce que la CCI est bloquée, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on disait, les préjudices, il y a la destruction de vol de données, la perte d'activité, l'arrêt de la production, comme c'est arrivé chez Fleury Michon, je crois. Ils ont eu 15 jours d'arrêt de prod parce que tout était verrouillé. Les retards de livraison, les dégradations de l'image, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand vous subissez une attaque, parce que vous refaire une image numérique et regagner la confiance de vos clients, c'est le plus difficile. Du chômage technique pour les salariés, la sanction financière, les pénalités de retard, les amendes, tout ce qui va bien, parce que derrière, il y a des conséquences. Parce que les amendes, certes, si vous contactez la police, on ne va pas vous dénoncer à la CNIL, mais si le vol de données est trop important, vous êtes obligé, vous, de faire une déclaration à la CNIL pour dire qu'on vous a volé vos données. Et là, du coup, ils vont se rapprocher de vous pour savoir si vous aviez mis en place les dispositions du RGPD, RGPD qu'on a vécu comme une contrainte est en fin de compte un tremplin pour commencer à mettre en place des protections pour la cybercriminalité. Et le coût de la réparation, matériel, prestation de service, c'est que ça a quand même un coût énorme. Alors, il y en a qui souscrivent des assurances, mais attention, parce que les assurances, elles ne prennent pas tout en compte. Et l'assurance, elle n'est surtout pas là pour prendre en compte le paiement de la rançon, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà, il faut... aujourd'hui, le risque cyber, comme on a un document unique de sécurité quand on a des salariés pour tout ce qui est risque incendie, risque électrique... Aujourd'hui, le risque cyber, il doit être identifié, planifié, appréhendé pour que quand il y a une attaque dans l'entreprise, ça se vive le mieux possible. Et parce que une personne qui fait un faux ordre de virement parce qu'elle pense être avec le vrai président et qu'on lui a demandé de faire un virement dans la plus grande confidentialité, et on le voit tous les jours, nous on reçoit des mails tous les jours ici au pôle de cybermenaces, où il y a des comptables ou des secrétaires qui ont joué le jeu des hackers
et qui ont fait des virements. Donc, comment la personne, elle vit ça, les troubles, les risques psychosociaux sur ce fait-là, un arrêt de prod et le questionnement des salariés sur le chômage, comment ils le vivent. Si c'est une cyberattaque, est-ce qu'on va pouvoir repartir avec tout ce qu'ils entendent à la télé de vrai et de faux, ou sur les médias, ou ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Donc, attention, le risque cyber, et c'est vraiment un vrai risque qu'il faut aujourd'hui intégrer dans son entreprise. Oui, d'ailleurs, les assurances aujourd'hui positionnent le risque cyber comme le risque numéro 1. Numéro 1, ouais. Avant l'incendie. Voilà. Avant l'incendie. Et juste une petite précision, au niveau de la CNIL, par rapport au RGPD, on est le pays où on est le plus pénalisé. Enfin, c'est là où la CNIL donne le plus d'amendes. C'est un chiffre de l'ANSSI. Donc, d'après l'ANSSI, c'est la France qui tient quand même le record des pénalités auprès de l'ANSSI. Donc, dans votre entreprise, il y a des vulnérabilités, elles sont techniques, organisationnelles, humaines, mais que vous mettiez tout en place, des audits de sécurité, vous renforcez vos procédures, vous sensibilisez vos équipes, déjà, c'est une bonne chose. Mais la seule chose que vous ne maîtriserez jamais à fond, le matériel, vous allez pouvoir le maîtriser, vous allez essayer de mettre toutes les protections qui vont bien. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'humain. Et l'humain, dans les cyberattaques, ça représente 60% de la réussite de l'attaque. Donc, ce que je peux compléter peut-être moi, ouais, sur les pourquoi les attaques elles réussissent aujourd'hui, on a principalement 10 grands problèmes. Hein. Souvent, les PME, les entreprises sensibilisent insuffisamment les utilisateurs. Donc, il y a un manque de sensibilisation, il y a un manque de maturité aussi des entreprises dans le cadre de la sensibilisation des utilisateurs. Il n'y a pas d'anticipation. Deuxième problème, c'est un manque d'anticipation des menaces, hein, souvent pour des raisons financières. Troisième problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est les systèmes, les applications qui ne sont pas à jour. Ça inclut également les sites internet. Quatrième problème, c'est il n'y a pas de séparation des usages, utilisateurs, administrateurs et des réseaux. Cinquième problème, c'est la politique, la gestion des mots de passe, qu'on détaillera tout à l'heure sur les bonnes pratiques. Ensuite, autre problème, c'est beaucoup de laxisme dans la gestion des droits d'accès aussi. On rencontre aussi ce type de phénomène-là qui potentiellement vient aussi on va dire, impacter l'entreprise, la fragiliser, les cloisonnements également, cloisonnement insuffisant des systèmes, le nomadisme aussi, le télétravail, beaucoup de télétravail, de nomadisme, donc qui sont mal contrôlés, incontrôlés. Neuvième problème, c'est l'absence de surveillance des systèmes d'information, ce qu'on constate aussi. Et puis, dernier problème aussi, c'est l'absence de restrictions qui sont faites sur les systèmes d'information avec tout ce qui est périphérique, sous-traitance. Donc aujourd'hui, vous êtes formé, c'est bien. Si vous êtes chef d'entreprise avec des salariés, on intervient aussi les réservistes de la police auprès des entreprises pour former les équipes. Parce qu'un employeur qui est sensibilisé, c'est bien, mais on a été déjà dans des entreprises où on a formé des salariés dans les grands vins sur Saint-Émilion, par exemple, et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, et même l'organisateur nous a informé que le retour est positif puisque on délivre un message qui est adressé par le biais de la police judiciaire de Bordeaux. Et donc, du coup, ça n'a pas le même impact que si vous faites un retour à vos collaborateurs sur la sensibilisation. L'écoute n'est pas la même. Parce qu'avec vous, ils vont le vivre comme une contrainte, alors qu'avec nous, ils vont le vivre comme quelque chose qui va améliorer leur travail et qui va les aider à comprendre. Et que donc, vous mettrez des outils à leur disposition. Et ça, du coup, pour eux, c'est rassurant. Et ça montre que l'employeur, il est impliqué dans la procédure de sécurisation de l'entreprise par rapport au risque cyber. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous contacter sur l'adresse que Cathy a mis dans le chat si vous souhaitez avoir une sensibilisation auprès de vos équipes. Comment se protéger? Donc, on n'a rien inventé, on se base beaucoup sur les 12 bonnes pratiques de l'ANSSI qui regroupent l'ensemble des bonnes pratiques et vous pourrez retrouver leur guide sur le lien qui est affiché, que Cathy vous remet aussi. Donc,
comme on disait tout à l'heure, choisir avec soin ses mots de passe. Alors, déjà, il faut mettre en place une politique de mots de passe. Dans certaines entreprises, on ne se casse pas la tête. La secrétaire arrive, ou le secrétaire, ou le comptable, et on lui dit, ben voilà, tu mets ton mot de passe, c'est plus simple parce qu'au moins tu le connais, c'est le tien. Moi, je m'en fiche, tu mets ce que tu veux. Non, il faut définir une politique de mot de passe, combien de caractères, des caractères spéciaux, si on doit le renouveler. C'est pour ça qu'au départ, quand on embauche quelqu'un, aujourd'hui, on doit aussi lui faire signer une charte informatique qui définit un peu les usages de tout ce qui est droit d'utilisation d'Internet, de l'informatique dans l'entreprise. Et donc, du coup, la politique de mot de passe, elle est aussi définie dans cette charte qui va, et on évite de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme c'est spécifié sur l'écran, ou d'afficher ces mots de passe, comme moi j'ai vu dans un cabinet d'experts comptables où j'ai travaillé, parce que j'ai une société à côté. Et quand je suis arrivée chez Expert Comptable, tous les personnes, les collaborateurs ne reçoivent pas les clients dans leur bureau. Mais tous les mots de passe étaient affichés sur les écrans. Donc, comme j'ai dit à l'expert comptable, la responsabilité du cabinet, elle est énorme là. Alors, elle me dit, oui, mais ils ne reçoivent pas de clients, sauf que s'ils sont cambriolés, n'importe qui allume un PC et rentre sur le réseau. Il n'y a pas de souci, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, la responsabilité, c'est l'expert comptable qui l'a. Donc, il faut rester vigilant. Les mots de passe, ils sont pas sous le clavier, ils sont pas sur l'écran, ils sont pas dans un tiroir. On apprend son mot de passe. On fait travailler sa mémoire, on n'a pas Alzheimer tous, donc on y va et on impose à tout le monde d'apprendre son mot de passe. Et surtout, on impose que le mot de passe, ça soit pas le prénom de sa fille ou la date de mariage de ses parents qu'on a mis largement sur les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure. Il faut aucun mot du dictionnaire. Il y a des moyens mémotechniques pour apprendre. Vous prenez une chanson. Moi, j'ai une phrase que mon père disait quand j'étais enfant. Et cette phrase, je l'ai refaite en mot de passe avec des majuscules, des minuscules, en prenant la première lettre de chaque mot, en rajoutant des dates au milieu. Et du coup, je suis la seule à connaître cette phrase, puisque c'était une phrase que mon père disait. Mais personne ne pourra la trouver. Après, vous pouvez prendre un chanteur. Alors, si les gens connaissent le chanteur que vous aimez bien, et vous prenez le chanteur que vous n'aimez pas du tout et que personne ne sait, et du coup, vous prenez une chanson à lui et vous essayez de vous rappeler le premier refrain ou le premier. Voilà, il y a des moyens mémotechniques, une phrase d'un film. Vous prenez Tonton Finger, vous avez plein de phrases sympas à mettre dans vos mots de passe. Et au-delà de ça, il existe aussi des gestionnaires, des portefeuilles de mots de passe qui vous permettent des outils, en fait, notamment des outils certifiés par l'ANSSI, petit peu qui passent, qui peuvent vous permettre aussi de gérer des quantités de mots de passe chiffrés, sécurisés, dans des coffres-forts sécurisés. Donc, vous avez juste, en fait, un mot de passe maître à connaître. Hein, c'est tout, votre mot de passe qui vous permet d'accéder à cet outil applicatif. Et puis derrière, tous les autres mots de passe, ils sont complexes, et ils peuvent même se générer automatiquement. Ça simplifie énormément la vie, quoi. Et en plus, vous rentrez dans vos applications par un VPN, suivant le coffre-fort que vous prenez, avec un VPN sécurisé, qui est le VPN du coffre-fort. Donc, ça a plusieurs avantages et ça coûte, pour un coffre-fort, ça coûte quoi, une 60aine d'euros par an, et au moins vous êtes tranquille. Vous avez plus votre carnet où vous avez marqué vos mots de passe, que vous savez plus où vous avez mis quand vous en avez besoin. Donc, vous avez tout à disposition. Surtout, faut regarder les coffres-forts qui sont référencés par l'ANSSI. Mais après, il existe plein d'autres solutions. Regardez où c'est hébergé. Et puis, voilà, en principe, on essaye en France, mais pas toujours évident. Mettre à jour régulièrement vos logiciels. Donc là, c'est le principe de base. En sécurité, il faut pouvoir appliquer systématiquement tous les correctifs de sécurité qui vous sont proposés sur les systèmes d'exploitation, sur les applications et logiciels. Ça, c'est un principe, on va dire, immuable. Obligation systématiquement de programmer, si possible de façon automatisée, administrée par un administrateur. Donc, c'est pas aux salariés de faire ce type de mise à jour. Si vous avez un administrateur du système d'information ou un prestataire qui doit s'en charger, qui a lui l'accès administrateur, hein, parce que bien sûr, je reprécise que, mais on le verra tout après, que vous avez un administrateur, puis toute personne qui travaille sur le système d'information utilise le système d'information dans un mode utilisateur, bien sûr. Donc, mettre à jour également ces logiciels et ces systèmes d'exploitation, ça va concerner tout ce que vous allez retrouver
tous vos outils que vous avez sur votre poste de travail, les différents serveurs, etc. Même vous mettez un nouvel outil en place. Attention, pensez également à modifier les mots de passe par défaut, qui sont généralement 4x0, 6x0, enfin voilà, des mots de passe basiques qu'il faut absolument modifier après l'implantation. Donc, mettre à jour également vos logiciels, c'est impératif. Voilà. Ensuite, c'est bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires. Donc là, c'est pareil, il faut pouvoir aussi bien savoir qui se connecte sur le système d'information. Donc, mettre en place, par exemple, une matrice des flux des droits d'accès, enfin, matrice des droits d'accès, pardon, qui va permettre aussi de savoir qui accède à quoi, qui est administrateur et qui ne l'est pas. Tout ça, c'est essentiel. À savoir également que si une personne vient à quitter ou vient à être mutée ou change de poste, bien évidemment, il faut modifier ses droits d'accès de façon rapide. Donc, tous les départs, il faut pouvoir gérer les départs, il faut pouvoir gérer les arrivées. Et tout ça, ça doit être administré également. Et vous avez les prestataires, bien sûr, aussi, c'est pareil pour les prestataires. Voilà, ça vaut pour l'interne, le personnel interne, mais aussi les prestataires. Parce que pour l'interne, moi j'ai un client, il avait une secrétaire qui est passée commerciale, mais qui avait des accès, quand elle était secrétaire comptable, elle avait des accès un peu administrateurs, elle voyait un peu tout ce qui se passait au niveau gestion commerciale, etc. Elle est passée en poste de commercial parce qu'elle a voulu changer de branche. Et du coup, le problème, c'est qu'on lui a pas modifié ses droits, donc elle voyait exactement tous les chiffres de ses collègues, qui n'étaient pas pour plaire à tout le monde, parce que évidemment, elle regardait, elle avait accès aux fichiers clients de ses collègues, et donc elle a essayé de dévier des clients vers son portefeuille à elle et pas celui de ses collègues. Donc, ça peut attirer pas mal de choses dans l'entreprise, pas mal de problèmes. Donc, vraiment faire attention aux droits que vous donnez aux stagiaires aussi, parce que des fois, on a des stagiaires et on leur ouvre une session, mais sans limite. Donc, du coup, le stagiaire, il est stagiaire. Il n'a pas un statut de salarié, donc, et il n'a pas non plus la notion de secret professionnel. Donc, parfois, le stagiaire, il va un peu partout, il pioche un peu toutes les informations qu'il peut pour après, on entend combien de fois dans les bus ou quand on se promène, je suis en stage chez eux, oh là là, tu sais pas, il travaille avec telle personne, mais comment il le sait, puisqu'il n'a pas accès à certains fichiers. Donc, moi, j'ai eu le cas, un stagiaire qui travaillait chez un collègue, et quand j'ai entendu le tramway, j'ai dit à mon collègue, surtout, change tes accès, parce que le stagiaire, là, il raconte tout, un peu tout sur ta boîte, quoi. Donc, c'est un peu embêtant. Effectuer des sauvegardes régulières, bon là aussi c'est essentiel. Là, vous avez vraiment les 12 bonnes pratiques. Bon, sur l'ANSSI, vous retrouvez également, pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, là vous avez 12 bonnes pratiques. Vous avez ici, l'ANSSI a publié le guide d'hygiène informatique qui comporte à peu près 42 mesures. Donc il est beaucoup plus complet que les 12 bonnes pratiques. Mais ça, c'est déjà la base, c'est les fondamentaux. C'est effectuer des sauvegardes régulières, c'est essentiel. Effectivement, pour pouvoir, en cas d'attaque, bien sûr, pouvoir redémarrer son système d'information avec une sauvegarde saine. Bien sûr, préciser que sur vos sauvegardes, il faut pouvoir aussi les tester pour savoir si effectivement, si vous subissez une attaque, en fait, de quelque type qu'elle soit, il faut pouvoir être sûr que le jour où vous appuyez sur le bouton pour réinjecter la sauvegarde, que ça puisse fonctionner normalement. Dans les sauvegardes aussi, il faut pouvoir, alors il y a la méthode 3-2-1, on va dire, peut-être que certains connaissent, hein, mais il faut avoir, on va dire, entre guillemets, 3 types de sauvegardes différentes, dont 2 sur des supports physiquement éloignés, et puis notamment une sauvegarde également dans le cloud. Donc, ce qui permet, en cas d'attaque, bien au moins d'avoir un système qui soit réinjectable dans le système d'information. Bien sûr, en le testant avant de le remettre en place, et de voir si la sauvegarde est bien saine avant de la réinjecter sur le système d'information. Donc la sauvegarde, c'est essentiel. On voit encore beaucoup de petites d'entreprises petites ou moyennes, hein, qui n'ont pas suffisamment de sauvegarde, qui sont mal organisées, et dans certains cas, ça peut être désastreux. Et du coup, alors certains, moi, je vois des fois les gens me disent oui, mais c'est mon prestataire informatique qui se charge de faire les sauvegardes.
Alors, il faut quand même s'assurer auprès de son prestataire, vous avez un contrat, qu'il fait régulièrement un contrôle et un test de récupération des données qui sont sauvegardées. On a l'exemple là qui a eu lieu récemment, je crois que c'était novembre ou décembre, ou janvier peut-être, des dentistes sur Bordeaux qui ont subi une attaque. Le prestataire qui les hébergeait a été piraté. Il y a eu une demande de rançon logiciel. Les sauvegardes étaient faites par le prestataire qui ne vérifiait pas. Donc, certaines ont eu du mal à être récupérées. Il y a une dentiste qui est passée sur France 3, au journal de France 3. Elle est passée dans le Sud-Ouest aussi pour expliquer ce qui lui est arrivé, la rançon qu'elle a payée. Elle a réussi à récupérer ses données et aujourd'hui, en plus de son prestataire qui fait des sauvegardes, elle a mis en place une sauvegarde interne, elle, qu'elle fait tous les jours à son cabinet. Au moins, vous êtes sûr que voilà, il y a une récupération. Mais surtout, ne dites pas, j'ai un prestataire, c'est lui qui le fait et c'est lui qui est responsable. Non, parce que c'est à vous de vous assurer que la prestation que vous avez commandée, elle est bien conforme et que le prestataire, il faut qu'il vérifie les sauvegardes qui sont faites. Il y a aussi l'accès Wi-Fi dans votre entreprise. Combien de fois on va dans des salles de réunion et on arrive et on voit en gros code Wi-Fi. Alors c'est bien de mettre le code Wi-Fi en gros, mais du coup ça fragilise votre activité parce que la personne qui vient ponctuellement, un commercial qui passe, qui a accès au Wi-Fi, il sort de chez vous, il va sur votre parking et du coup il a toujours les accès au Wi-Fi parce que c'est un code qui est ouvert pour tout le monde. Il faut, ça, vous pouvez demander à votre prestataire Orange, Bouygues, Free, qu'il vous délivre des codes Wi-Fi éphémères, qui fait qu'ils sont valables que pour une durée d'une demi-journée, une journée. Et à ce moment-là, la personne qui a vous donnez le code Wi-Fi à la personne et le code Wi-Fi, il n'est pas accessible à vitam aeternam et la personne ne peut pas revenir et essayer de se positionner chez vous pour accéder à vos données, parce que là, du coup, elle peut rentrer dans votre réseau par votre code Wi-Fi. Donc, ça peut, c'est une fragilité supplémentaire. Le 6e point, c'est la prudence, la vigilance qu'on doit avoir quand on utilise un téléphone portable, donc ordiphone, smartphone ou une tablette. On doit avoir en fait les mêmes bonnes pratiques qu'on a dans son entreprise avec son poste de travail, son ordinateur, qu'avec son téléphone portable professionnel ou sa tablette professionnelle. Donc c'est pareil, hein, tout ça, c'est doit être encadré aussi dans la charte informatique de l'entreprise qui précise un petit peu ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Ça doit être bien sûr contrôlé, organisé quand on parle d'outils professionnels mis à disposition des salariés dans un cadre professionnel. Eh bien, ces systèmes-là doivent être aussi managés, sécurisés par l'entreprise. Donc, normalement, évidemment, on ne va pas mélanger entre guillemets, les usages personnels des usages professionnels. Donc, il est important d'utiliser son téléphone ou ses outils mobiles avec le même niveau de vigilance qu'on pourrait le faire sur son poste de travail dans son bureau. Donc, attention au téléchargement d'outils, d'applications. Pareil, mettre aussi, il existe aussi des antivirus, hein, des VPN sur les téléphones portables pour sécuriser aussi quand même son téléphone. Pareil, les sauvegardes, on peut aussi organiser des sauvegardes de ses contacts, de ses données qui sont… en fait, un téléphone portable aujourd'hui, c'est comme un ordinateur, hein, c'est la même chose. Hein. On fait des photos avec, mais on fait énormément de choses qui ne sont pas de la photographie. On va sur sa banque. On va sur sa banque, on peut accéder à son CRM, sa GED, on peut travailler avec son téléphone portable aujourd'hui. Hein, donc, on peut faire énormément de choses, c'est carrément un petit ordinateur de poche. Et donc, les antivirus, quand vous avez un ordinateur fixe, vous regarderez votre abonnement, il propose aussi des packs ordinateur et mobile, ou tablette, ou voilà, vous pouvez avoir un antivirus pour les deux. Protéger ses données lors de déplacement, alors c'est bien, on prend l'avion, on va à l'aéroport, on se connecte sur le Wi-Fi du train, non pas du tout, de l'avion, de l'aéroport, du train, du McDo, parce qu'on a été manger chez McDo, on va se connecter, et bien il faut surtout pas faire ça, il faut plutôt se connecter sur sa clé 4G ou faire un partage de sa 4G
personnel, mais pas à vous connecter sur le Wi-Fi du train parce que c'est un peu open bar, on va dire. Et tout le monde peut se connecter après sur votre ordinateur. Et après, ne pas faire confiance non plus lors de vos déplacements à la petite personne sympathique avec qui vous avez parlé des dernières vacances que vous aviez passées au même endroit. Parce qu'il y a beaucoup de mules qui circulent dans les transports. Et quand vous êtes une cible, la mule, elle s'assoit à côté de vous, elle a une petite clé, vous ouvrez votre ordinateur, vous partez aux toilettes, vous dites, bon, je ne vais pas tout éteindre. Ça ne vous ennuie pas, vous gardez mon PC, vous pouvez surveiller mon PC le temps que je ne sois pas là. La personne, elle va vous dire oui, elle va être gentille, qu'elle soit jeune ou vieille, c'est pareil. Elle a une petite clé qui coûte 30 € sur le Darknet, qui est une ligne de commande. Du coup, elle va copier tous vos fichiers. Et quand vous reviendrez, vous ne vous apercevrez pas que quelqu'un a copié vos fichiers, puisque ce n'est pas un périphérique, c'est une ligne de commande. Donc, attention, on ne laisse jamais son ordinateur déverrouillé à côté d'une personne qui soit la plus sympathique du monde possible. Et qu'elle soit jeune ou vieille, ça n'a pas d'importance. Les mules n'ont pas d'âge. Alors la messagerie, c'est effectivement la messagerie, c'est par contre là également un point d'entrée vulnérable, un point d'entrée qu'il faut absolument protéger. La messagerie, c'est par là qu'arrivent la plupart des problèmes, type phishing, hameçonnage, escroquerie. Ça passe par la messagerie, beaucoup, à peu près 80% des cas, quoi. Donc les mails piégés, les arnaques en tout genre. Donc protéger, on remonte un petit peu, on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit avant sur les mots de passe, bien sûr, hein, les mots de passe, on va dire, très sécurisés, notamment pour la messagerie. Et là, c'est la vigilance également lors de l'utilisation de sa messagerie, avec notamment, si vous êtes, vous recevez un mail type phishing, hameçonnage, avec une charte graphique, quelque chose qui est très ressemblant ou très ressemblant à un vrai site, par exemple, de banque ou d'autres, ou de fournisseurs. Attention avec là également, vous avez des fiches réflexes que vous pouvez retrouver dans les différents sites internet, c'est intéressant, en dehors de l'ANSSI qui trouverez énormément d'informations, vous avez aussi le site cybermalveillance.gouv.fr. Vous avez des fiches réflexes, notamment sur le phishing, comment réagir, effectivement, ne pas cliquer trop vite. Regardez l'URL. Voilà, regardez l'URL. L'origine de l'URL pour être sûr que c'est votre collègue ou le bon service qui vous l'a envoyé. Moi, je vais vous citer un exemple. Je travaillais avec un huissier et en septembre, elle a commandé des bouquins pour son fils qui est rentré dans une école d'ingénieur, je crois. Et elle attendait un colis et donc le matin, on travaille tous dans l'urgence et on se rappelle pas ce qu'on fait avec quoi. Si elle avait commandé avec sa boîte perso ou sa boîte pro, elle a reçu un mail de la poste lui disant votre colis est arrivé, il est sur la route, il va être délivré prochainement. Pensant que c'était le colis des livres de son fils, elle a cliqué dessus et ça a mis un virus dans son étude. C'est après qu'elle ait cliqué qu'elle a dit mais pourquoi ils m'ont envoyé ça sur mon adresse professionnelle alors que j'ai commandé les bouquins à mon adresse personnelle. Mais elle avait cliqué. Donc attention parce que ça peut. On travaille dans l'urgence, oui, mais il faut faire attention. Dans l'urgence, vous recevez quelque chose. Comment ils savent que j'ai commandé un colis? Mais ils savent pas. Ils envoient ça par millions. Et vous, au milieu, vous attendez un colis, mais vous allez cliquer dedans. Mais non, on ne fait pas dans l'urgence. On va sur son site, on se connecte, voir si le colis est bien parti, s'il est sur la route, et vous avez un lien pour suivre votre colis. Mais jamais vous cliquez dans le lien qu'il y a dans la messagerie. C'est comme pour les impôts, l'URSSAF. Vous avez un espace dédié avec un identifiant, un mot de passe. Jamais on ne clique dans un lien qui est contenu dans la messagerie. Au moment du Covid, on nous a demandé d'aller inscrire nos entreprises sur notre espace privé des impôts pour demander les aides, si tout le monde se rappelle bien. Et dans la nuit, moi j'ai reçu un mail pour mon entreprise me disant vous avez saisi votre aide Covid sur votre espace personnel, merci de mettre à jour vos coordonnées bancaires professionnelles. De suite, j'ai anonymisé le mail, on a une liste de diffusion, on envoie des mails de prévention avec le RCM et j'ai envoyé à tout le monde en disant attention, c'est une tentative pour détourner vos coordonnées bancaires. Et j'ai pas mal de contacts dans le fichier qui m'ont répondu merci parce que dans l'urgence, je m'y serais fait prendre. Donc attention, on regarde bien son adresse mail et les impôts, que ça soit sur votre espace personnel ou privé, ils savent faire le lien puisqu'ils vont mettre vos revenus professionnels sur votre déclaration. Donc ils ont toutes les informations qu'ils veulent et ils savent faire le lien entre les deux. Ensuite, il y a télécharger
les applications ou les logiciels sur des sites reconnus. Alors, des fois, on me dit, ouais, mais je ne vais pas payer alors que c'est gratuit. Alors, nous, on a un petit dicton dans la police qui dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, attention, les logiciels gratuits, quand vous n'êtes pas sûr d'un logiciel gratuit, que vous ne le connaissez pas, surtout, vous n'y allez pas. Vous allez voir d'abord ce que les gens en disent, ce que les professionnels en disent. Si vous contactez quelqu'un qui est peut-être référencé avec eux, que vous connaissez, qui l'a déjà utilisé, mais ne téléchargez jamais un logiciel que vous ne connaissez pas. Ça, il faut être très prudent là-dessus. Pardon, excusez-moi. Vigilant avec ses paiements aussi sur Internet. Combien de fois, moi, je vais dans l'entreprise, ouais, mais tu commandes chez le fournisseur, tiens, je te donne la carte bleue, et puis ça m'est déjà arrivé quand j'étais en poste, laisse-la enregistrer, comme ça, je n'aurai pas besoin de te la donner la prochaine fois. Non, jamais on ne laisse la carte bleue enregistrée sur un site Internet, parce que c'est des données bancaires qui circulent. Vous demandez à votre employeur, enfin, si vous êtes employeur et vous demandez à votre collaboratrice de le faire, vous demandez à la banque de lui faire une carte bleue exprès pour qu'elle puisse faire les opérations auprès des fournisseurs. Voilà. Mais jamais elle ne laisse enregistrer vos coordonnées bancaires, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Ce que les bonnes pratiques qu'on vous donne, ça s'applique pour les deux cas de figure. Hein. Parce que plus vous deviendrez sécurisé dans votre vie personnelle et vos applications personnelles, et plus vous le mettrez en place dans votre entreprise. Donc attention, ne jamais laisser les coordonnées bancaires circuler sur des sites que vous ne maîtrisez pas. Séparer les usages personnels des usages professionnels. Là aussi, donc, il faut absolument éviter de mélanger, de mixer des usages personnels, des usages professionnels. Donc, il faut dissocier bien les deux. On a alors notamment ça, on peut faire appel aussi. J'ai vu des entreprises qui utilisent notamment leur matériel personnel dans un cadre professionnel. Ça pose d'innombrables problèmes parce qu'on n'a aucune visibilité sur, alors, si on est dans ce cas de figure-là, un matériel personnel ou votre propre ordinateur de maison que vous amenez, que vous travaillez avec, j'ai vu sur les entreprises, il y en a qui le font, ça pose problème parce qu'au niveau sécurité, on ne sait pas ce qui a été fait dessus, on ne sait pas ce qui a été installé, on n'a aucune visibilité sur la sécurité du poste de travail. Donc, c'est pas la meilleure des solutions. Au niveau RGPD, on n'est pas bon non plus. Est-ce que du coup, s'ils travaillent sur les fichiers clients sur leur ordinateur personnel, ça veut dire que la CNIL, s'il y a un contrôle. Donc, le principe de base, effectivement, qui est largement préconisé par l'ANSSI, c'est bien séparer les usages personnels des usages professionnels. Hein. Ça vaut pour le poste de travail, l'ordinateur, la tablette ou le smartphone. Voilà. Prendre soin de ses informations personnelles et professionnelles, et ça c'est important, et de son identité numérique. Ce qui est important, c'est, comme on disait tout à l'heure, l'humain, vous ne le maîtrisez pas. Et donc, ce que diffuse l'humain, d'où l'intérêt de faire une charte informatique pour justement limiter ces informations qui circulent. L'humain sur Facebook, il va mettre, ou sur LinkedIn ou sur Twitter, il va mettre des informations qui n'ont pas d'impact sur sa vie privée. Et il ne comprend pas, du coup, s'il met quelque chose sur sa société, pourquoi ça aurait un impact. Sauf que ça peut être contre-productif, ça peut être donner une mauvaise image de votre entreprise si le salarié n'est pas content, ou ça peut être aussi préjudiciable dans la mesure où nous, on a eu un réserviste qui travaillait pour un laboratoire, et en allant sur les profils des salariés et des stagiaires qui étaient en entreprise, il s'est rendu compte qu'il y avait un stagiaire qui diffusait des informations sur un brevet protégé sur lequel il travaillait. Donc, attention à ne pas gâcher votre image juste par la diffusion d'informations des réseaux sociaux. Et ensuite, ces réseaux sociaux permettent aussi aux hackers de connaître un peu l'organigramme de l'entreprise. C'est ce qui est arrivé dans une sensibilisation qu'on a fait auprès d'une entreprise. Il y a eu une tentative de phobie que la secrétaire a bloquée. Mais du coup, elle nous a dit, je ne savais pas pourquoi, comment. Ils ont su le nom de mon collègue qui était malade, le nom de la comptable, le nom du directeur. Enfin, ils connaissaient toute l'entreprise. Et quand on les regarde bien tous, ils sont tous connectés sur LinkedIn et sur Facebook. Son collègue, il avait bien mis qu'il était malade. Donc, ils ont pioché toutes les informations pour faire une tentative de phobie. Donc, attention. Attention à la communication, essayez de limiter, mettez une clause de confidentialité dans les contrats de travail par rapport à la diffusion des réseaux sociaux qu'ils n'ont pas le droit de faire à votre place, surtout. Comment réagir en cas d'attaque?
Eh bien, en cas d'attaque cyber, malheureusement, effectivement, malgré que vous ayez tout mis en place, vous pouvez néanmoins, parce que l'humain étant aussi, on va dire, le maillon faible du système, être victime d'une cybermenace. Je rappelle quand même qu'il faut quand même, pour se prémunir, cartographier un petit peu son système d'information, bien connaître ce qu'on a à protéger, que ce soit ses actifs supports ou actifs primordiaux. Ensuite, il y a toute la partie analyse de risque, audit de risque, pour savoir un petit peu comment organiser sa sécurité et puis connaître ses failles, ses vulnérabilités et quelles sont les mesures à mettre en place. Et ensuite, malgré tout, on peut néanmoins, là, l'idée, c'est de réduire la menace. Bon, il y a évidemment beaucoup d'entreprises qui ne font pas d'analyse de risque, qui ne font pas de politique de sécurité sur l'information, qui ne font pas de PSSI, qui n'ont pas de plan de continuité d'activité, de PCA ou de PRA. Malheureusement, c'est quand même très important d'avoir ce type d'écrit, de stratégie, de développement et de management de la sécurité de son système d'information. Dans le plupart des cas, il y en a énormément qui n'ont pas fait toutes ces actions qui sont essentielles dans la sécurité. Donc, en cas d'attaque, les actions prioritaires à mettre en place, c'est d'isoler, ça va être en fait d'isoler les postes infectés, couper tous les accès réseau Internet pour isoler en fait le réseau interne du réseau externe. En bref, débrancher Internet de la box. Débrancher Internet. Donc, ne pas éteindre les postes infectés, donc isoler dans un premier temps et ne pas éteindre les postes infectés, bien sûr, ensuite pour pouvoir procéder, faire du forensique, évidemment, derrière. Car la police, si vous éteignez pas les PC, qu'on a besoin de preuves, ils peuvent récupérer de la mémoire vive, ce qu'on appelle dans les PC. Si vous l'éteignez, on va perdre cette mémoire vive qui nous permettra peut-être de remonter au hacker. Donc, confiner, deuxième action, isoler, confiner, mettre en quarantaine tous les postes affectés et les supports mobiles. Donc là, il s'agit de confiner parce que derrière, il va falloir analyser, scanner tous les postes, voir d'où vient le problème pour essayer derrière de réactiver le plus rapidement possible, remettre en place l'activité de l'entreprise. Donc, sauvegarder, bien sûr, sauvegarder tous ces logs, les interviews, les journaux d'activité, toute la mémoire vive, voilà, tout ce qu'on peut trouver en fait qui va permettre de savoir un petit peu d'où vient le problème et derrière de remettre en une copie de sauvegarde saine en fait. Donc collecter bien sûr, communiquer, déposer plainte, bien sûr on en parlera tout à l'heure. Et communiquer en interne. Parce qu'en interne c'est aussi avec ses partenaires, ses prestataires, ses clients parce qu'on doit gérer une crise. Donc l'entreprise on a eu le Bouygues Télécom avec une panne de messagerie, on a eu le Cdiscount également, on a eu énormément de cas, mais là aussi peut-être des grands groupes, mais il y a des petites entreprises. Il y a des petites entreprises à qui ça arrive, il faut communiquer aussi avec ses collaborateurs pour que la crise elle se passe le mieux possible dans l'entreprise et que tout le monde ne se lance pas des pics et ne comprenne pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai souvenir d'un château également dans le Médoc, c'est un petit château. Une petite imprimerie qui est près de Langon aussi, donc ça va toucher. Voilà. Donc communiquer avec ses partenaires, ses prestataires et ses clients. Donc, quand vous avez une première attaque, déjà vous faites un constat vous-même, vous faites intervenir votre prestataire pour qu'il essaye de voir s'il peut relancer en dehors de la machine qui est infectée, s'il peut relancer quelque chose, s'il peut récupérer vos sauvegardes, etc. Vous pouvez faire aussi une saisie par huissier des données piratées ou il y a des huissiers qui font des captures d'écran, qui font des captures d'ordinateur pour les procédures de police judiciaire, parce que la police elle a besoin de concret. Donc les constats d'huissier par contre sont pris en charge par les assurances quand vous êtes en cyberattaque. Si vous avez une assurance cyber, vous avez les constats d'huissier qui sont pris en charge et ça peut aider pour vos procédures. Après, évidemment, il faut déposer plainte au plus vite. Il y a urgence parce que si vous avez un détournement de fonds, il faut savoir qu'on a entre 24 et 48 heures pour arriver à bloquer de l'argent dans les pays partenaires. C'est arrivé avec les masques pour ces médecins du monde qui avaient commandé des masques pendant le confinement. Ils ont appuyé sur le bouton, ils avaient commandé pour 586 000 € je crois de masques et ils ont appuyé sur le bouton, ils ont fait le virement, sauf qu'il y en a un qui a dit il y a un problème avec ce fournisseur, c'est pas normal. Heureusement il a eu la réactivité, ça a été très rapide et ils ont saisi le service de la police judiciaire de Bordeaux
qui est intervenu et l'argent a été bloqué dans les Émirats arabes et l'association des médecins du monde a eu un peu chaud parce que 580 000 €, ça fait mal en pleine crise où on a besoin de tout son argent pour pouvoir s'alimenter dans tous les produits qui étaient indispensables. Donc la réactivité est très importante. Donc la seule adresse à retenir, c'est cybermenace-bordeaux@intérieur.gouv.fr. Ensuite, vous avez des sites à connaître. Hein, donc, tout à l'heure, j'ai cité rapidement la plateforme Pharos. Donc, c'est internet-signalement.gouv.fr. Donc là, il s'agit de signaler tout contenu illicite, tout comportement illicite qu'on constate sur Internet. Vous avez également phishinginitiative.fr. Là, c'est également la possibilité de signaler tout ce qui est phishing et puis tout ce qui est spam également avec le site donc signal-spam.fr. Qui permettent aussi aux enquêteurs de travailler aussi. Hein. Le dépôt de plainte est essentiel aussi pour nous permettre aussi d'avancer, de recouper les informations, et de démanteler ces réseaux. Et également, signaler ces faits est également essentiel pour faire avancer la recherche et la résolution des problèmes sur toutes ces problématiques d'escroquerie, de cyberattaque. Alors sur cette slide, vous voyez qu'il y a police et gendarmerie. Il faut savoir que ça soit les sites de signalement, notamment Pharos, c'est une plateforme qui est commandée par un officier de gendarmerie où il y a de la police et de la gendarmerie. C'est un tronc commun pour la cyber. Et aujourd'hui, même si vous êtes en secteur gendarmerie, mais que vous connaissez que l'adresse de cybermenace-bordeaux, pas de souci, vous nous écrivez et on vous orientera vers les bons services de gendarmerie. Parce que si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur Pessac et que vous allez au commissariat du coin porter plainte, les policiers ne sont pas formés forcément, donc ils vont peut-être prendre votre plainte, mais ils ne vont pas la transmettre obligatoirement au centre de Bordeaux, qui est quand même le gestionnaire principal de toutes ces attaques. Et du coup, vous prenez du retard dans votre procédure et quand il y a un détournement de fonds, ça peut être préjudiciable pour vous parce que le temps que la plainte qui a été déposée à Pessac arrive à Bordeaux, ça peut faire que on ne peut plus bloquer l'argent parce qu'il est déjà parti. Donc attention. Mais la gendarmerie, c'est pareil. Ils n'ont pas des postes de gendarmerie qui sont formés partout. Donc ce qu'il faut retenir, c'est se protéger, se préparer, anticiper et réagir. Voilà, il y a les grandes orientations. Et nous, on vous accompagne pour anticiper et pour réagir. Anticiper, c'est les préventions que l'on fait avec le réseau RCM et que l'on peut faire dans votre entreprise si vous avez des salariés. Et réagir, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire aussi derrière si vous êtes attaqué. Ou même si vous avez un doute, vous pouvez quand même nous contacter et on va vous dire ça, c'est plutôt du phishing ou c'est une tentative d'escroquerie, mais vous n'avez pas vécu d'escroquerie. Donc, allez donc sur signalement, on vous orientera pour aller au bon endroit. En plus, moi j'ai un client qui avait envoyé sa facture à une mairie et qui a eu un détournement de son RIB, la mairie lui a dit vous avez été escroqué, non, vous êtes déjà payé, je ne vais pas vous payer. Sauf que le problème, nous contacter pourquoi? Il faut contacter la police pour savoir de quoi vous êtes victime. Parce qu'au final, ce n'était pas mon client qui était victime d'une escroquerie, mais c'était la municipalité. Elle a payé un faux RIB. Mon client, il a été victime d'une usurpation d'identité. Quand on a pu démontrer ça, monsieur le maire, de l'autre côté, mon client, il a été payé 8 jours après. Donc, l'important de contacter les services de police, c'est de savoir de quoi on est victime et comment on peut réagir et qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et si on est victime parce qu'on a vraiment été impacté ou si on est victime par intermédiaire. Si c'est une usurpation d'identité, vous n'êtes pas la vraie victime. On s'est servi de vous pour faire une victime. Mais vous, derrière, si vous portez l'affaire devant votre client et vous lui amenez quand même une solution en lui disant mais rapprochez-vous vite des services de police compétents, c'est aussi un plus que vous apportez à votre client et il vous en sera reconnaissant parce que il se dira il n'est pas complètement insensible au risque cyber et donc il m'apporte une solution, le gars il est déjà bien, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc voilà. Voilà, mais notre présentation, elle se termine sur ces petits mots et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On vous fera passer aussi un questionnaire par les intermédiaires de la structure pour améliorer aussi nos présentations. On fait ça régulièrement et on reste à votre disposition pour les questions. Allô ?
Allô, allô, je vais reprendre une seconde la main sur l'intervention. Je crois que je suis repassé du coup, voilà, organisateur. J'aurais aimé juste compléter en fait votre intervention qui était de grande qualité, hein, avec du coup une simple liste par retour d'expérience de ce qu'on voit. La sauvegarde dont on a parlé tout à l'heure, notamment quand les assurances interviennent aussi auprès de nous, on voit que c'est vraiment le point presque le plus important en fait pour au moins la sécurité des données, c'est-à-dire avoir une sauvegarde, mais pas n'importe comment, pas juste des NAS, une sauvegarde à froid, externe ou alors externalisée dans le cloud. Les tests de restauration, on voit aussi que bah, sur les cas de cyberattaque sur lesquels on a intervenu, bah, c'était super important parce que il y a quand même beaucoup de restauration qui, au moment de déployer, ne fonctionne pas, hein. Donc, je crois que la stat, c'est 70% de réussite. Donc, ça fait quand même 30% d'échec. Tout ce qui est, tous les points dont vous avez parlé, en fait, sont des points qui sont des points que peuvent traiter des prestataires, la sensibilisation, par exemple, il est possible de faire des tests de phishing pédagogiques, Oui. des mails qu'on envoie à vos collaborateurs et sur lesquels en fait on a du retour d'informations sur qui a cliqué sur quoi et après en fait on forme ses collaborateurs avec des systèmes pédagogiques. On le fait aussi, nous, on fait des sensibilisations et Ouais. des tests. Ouais, mais on n'a pas dans le temps imparti, on n'avait pas la possibilité de le faire. Ouais. Et après, du coup, bah, évidemment, voilà, les différentes couches de protection en fait du système d'information, donc la protection du réseau avec le firewall, la protection des mails. Tout à l'heure, vous avez parlé des mails, ça représente effectivement 80% a priori, selon les sources, environ 80% du vecteur d'attaque, hein. Donc, il y a la possibilité de filtrer les relais SMTP avec des systèmes anti-spam, mais pas que, aussi avec des systèmes qui font de l'APT, c'est-à-dire de l'Advanced Persistent Threat Blocker, donc des systèmes qui vont filtrer les pièces jointes contre les menaces évoluées. Parce que un anti-spam, c'est pas suffisant, ça bloque des robots, mais ça bloque pas un humain qui essaie de vous envoyer en fait une pièce jointe infectée. La protection des postes contre les logiciels malveillants, on en a parlé tout à l'heure, qui prend ce logiciel, mais aussi maintenant l'EDR, couche technologique qui permet de détecter des pirates humains infiltrés sur des machines et qui vont opérer carrément le confinement du poste directement en cas de détection critique. Tout à l'heure, on a parlé de la surveillance du SI, tout ça, c'est pareil, c'est des sigles en fait que vous pouvez rechercher sur Google, hein, EPP, EDR, SOC, donc pour la surveillance du SI, hein, par l'intermédiaire de l'EDR. La mise à jour des logiciels, il existe aussi des solutions qui permettent de s'assurer que tous les logiciels sont mis à jour, ou en tout cas que si jamais il y en a qui sont pas mis à jour, s'assurer bah, que ceux qui le soient ne fassent pas l'objet de présence sur le dark web dans les possibilités d'exploits critiques, hein. Exploit, c'est du coup un piratage réussi, hein, voilà. Donc il y a des systèmes qui aident justement à gérer un parc sur les logiciels, les mises à jour des logiciels. Protection des accès, tout à l'heure on a parlé beaucoup des mots de passe. On peut rajouter une petite couche sur le MFA, Multi-Factor Authentification, qui permet du coup de s'assurer que l'ordinateur, admettons si vous le perdez, voilà. Tout à l'heure on a parlé du train, imaginons vous oubliez votre ordinateur dans le train, bah, le MFA permettra d'éviter quelqu'un qui l'utilise derrière puisse se connecter au réseau de l'entreprise. On parlait de la protection des smartphones, donc il existe là aussi voilà, des systèmes MDM, donc de management de flotte mobile, qui permet aussi de faire de la protection de ce smartphone. Et puis après, il est même possible de mettre à l'épreuve votre système avec du pen test, hein, c'est du test de pénétration, donc pénétration de votre système d'information. Donc ça, généralement, ça se fait vraiment tout à la fin quand vous avez tout cadré pour vraiment voilà, voir si votre système est bien protégé. Et l'assurance, en fait, vient généralement après tout ça parce que déjà, AXA, par exemple, nous a dit il y a 2 semaines que, en fait, eux, enfin, ils considéraient qu'effectivement, la probabilité d'attaque, elle est quasiment de 1 sur 1, ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, plus que l'incendie, et que en fait c'est ça qui va faire toute la différence dans un dossier. Donc concrètement, maintenant on a des assurances comme AXA qui sur certains niveaux d'entreprise ont besoin que tout ça soit déjà en place pour accepter simplement, ne serait-ce que d'assurer le client. Oui, parce Voilà. qu'il y avait Et un puis grand coût juridique dans les contrats d'assurance cyber. ouais, Alors aujourd'hui, nous, on ne peut pas citer de marque ou de logiciel, on ne peut pas donner de conseils parce qu'on est quand même un service étatique.
Et on n'a pas le droit, ça nous est interdit par la convention qu'on a signée. On ne peut citer que des choses qui sont labellisées Annecy ou cybermalveillance. Du coup, là, sans forcément effectivement rentrer dans les marques, ça permet au moins d'avoir voilà, les sigles, éventuellement s'il y a des personnes qui veulent faire des recherches sur Google sur les différentes couches technologiques, EPP, EDR, SOC, qui sont vraiment les sigles en fait de ces types de protection. Et puis simplement pour voir, voilà, quand un EDR par exemple arrête une attaque, en fait, il est possible du coup d'avoir de l'information sur l'attaque à partir du moment où vous êtes équipé de ce type de couche technologique. Donc l'isolation du poste est faite, mais en amont, vous avez en fait des logs qui peuvent être remontés sur l'attaque. Là, par exemple, on voit un système qui a été attaqué avec une commande de SCMD en fait de Windows qui permet de lancer un terminal et puis un script PowerShell. Et puis après, on peut voir ce que le script PowerShell a fait. Voilà pour ça. Est-ce que du coup, je vous propose qu'on regarde un petit peu s'il y a des questions ou des demandes d'intervention. Mais bonjour. Je vois que oui, bonjour. J'avais une question. Vous ne parlez pas des fonctions de cryptage des mails du type SMIM pour vous assurer de la certification qu'un mail qui vous arrive est bien valide. Je le vois Tout pas à très fait. bien utilisé dans le monde de la production. Je suis dans l'industrie et je n'ai vu qu'une seule entreprise sur des centaines que j'ai pu rencontrer qui l'exploite. Oui, vous avez aussi des solutions de signature électronique, d'envoi oui, en passant par des plateformes ou des outils de signature qui vous permettent de donner une valeur légale au mail que vous envoyez ou au courrier, au document joint que vous envoyez. Il y a des solutions de chiffrement aussi qui peuvent aussi s'utiliser dans les emails. Pourquoi pas, effectivement. Est-ce que vous pensez que ça apporte une certaine valeur ajoutée pour éviter le phishing? Ça apporte de la sécurité, oui, tout à fait. Ouais. De toute façon, les plateformes numériques pour les échanges de documents commerciaux, on va être obligé d'y passer 2023, je crois. Ça a été repoussé. On va être obligé d'envoyer nos factures par des plateformes. Voilà, oui. Un peu plus sécurisées. Ça évitera aussi les détournements de RIB. Aujourd'hui, vous envoyez votre facture avec un RIB. Alors, soit vous mettez le RIB dans le corps de la facture et c'est encore modifiable avec des PDF. On peut faire ce qu'on veut avec Paint. Mais moi, je dis, vous envoyez à votre client, vous envoyez la facture avec votre RIB et vous prenez 2 minutes pour appeler le client pour savoir s'il a bien reçu le bon RIB et pour le vérifier avec lui. C'est 2 minutes qu'on perd peut-être. Il y en a qui me disent, ouais, mais tu te rends compte qu'on doit appeler tous nos clients. Oui, mais enfin, vous perdez 2 minutes d'appeler votre client. Ça vous évite d'avoir 15 jours d'attente pour essayer de résoudre un problème parce que votre RIB a été détourné. Ou 3 mois. Ça peut varier. Donc, aujourd'hui, on doit se poser des questions et plus utiliser le net, j'envoie et je pense que tout est sécurisé, tout y va bien. Non, non, tout va pas bien, donc on fait attention et on sécurise son envoi par. On a une réserviste qui est banquière et qui nous racontait une jeune étudiante qui est fait Erasmus, a demandé à sa banque un RIB pour envoyer à Erasmus. Donc, elle a reçu un RIB, soi-disant, de sa banque qui était bien identifié. Et parce que les adresses mail et les noms de domaine sont de plus en plus copiés avec de moins en moins de fautes et ça ressemble très pour très au vrai. Et elle a envoyé le RIB qu'elle a édité à Erasmus et elle attendait le virement de 2500, je crois. Elle devait avoir 2500 € d'aide. Et le problème, c'est que le RIB qu'elle a envoyé à Erasmus, c'était un RIB qui avait été détourné de sa banque, entre sa banque et chez elle. Donc, du coup, c'est les hackers. Il est même possible techniquement, si un nom de domaine est mal configuré, d'envoyer un mail en prenant le nom de domaine réel. C'est-à-dire que sans aucune faute. On a un juriste qui avait nous aussi réserviste et qui s'occupe justement des dépôts de marques et tout ça. Et ils avaient fait une veille et tous les jours ils déposent, je sais pas combien de noms de domaines sur police, gendarmerie déjà. Vous en avez tous les jours. Il y a au moins une dizaine de noms de domaines qui sont déposés.
En fait, Donc, ça, c'est possible de l'éviter quand on est une entreprise de se faire exploiter son nom de domaine. Il y a des champs en fait dans le nom de domaine à remplir, hein. On entend beaucoup parler du champ SPF qui de temps en temps, bah, du coup, pose problème avec les anti-spam, mais c'est pourtant en fait un champ qui est hyper important de configurer. En fait, avec quelques lignes en PHP, par exemple, qui est un langage de programmation beaucoup utilisé sur le web, vous pouvez du coup envoyer un mail en falsifiant complètement l'expéditeur. oui, Donc, mais à partir du moment où ils utilisent pas forcément votre nom de domaine. C'est qu'ils vont créer un nom de domaine qui est similaire au vôtre. Et il du est coup, possible de le faire avec votre nom de domaine à partir du moment où il n'est pas configuré oui, suffisamment de manière sécurisée. aussi, ouais. Mais du coup, comme ils font des noms de domaine qui sont à peu près similaires et que les gens ne font pas attention parce que du coup, on va cliquer sur le lien ou on va ouvrir le mail pensant que c'est nous. Moi, j'ai plusieurs adresses mail. Mes clients, des fois, ils savent pas si c'est moi, quoi. Mais ils les appellent en disant j'ai utilisé cette adresse parce que l'autre fonctionne pas. Voilà. Et il faut, Tout à fait. c'est toute une éducation à faire, quoi, et à revoir. Notre utilisation du net est une éducation à revoir pour certains et à voir pour d'autres parce qu'ils découvrent aussi. Mais c'est pas la Pour même en revenir à utilisation. la Allez. question du coup de monsieur, il y a différents en fait niveaux de cybersécurité qui sont déployables au sein des PME ou des ETI. Là où on voit souvent un niveau de sécurité avec un curseur très très élevé, c'est au niveau des banques. Euh, Et après, en fait, effectivement, bah, il y a plusieurs briques technologiques à déployer, plus la sensibilisation. Tout ça, ça peut coûter un peu d'argent. Donc après, en fait, il y a des priorisations à faire en fonction des systèmes d'information de chacun. Mais la brique que vous évoquiez tout à l'heure pour les mails sur le chiffrage est effectivement une brique qui est très importante et Oui, qui est elle considérée. n'est pas trop coûteuse pour avoir fait des devis avec des logiciels, avec de l'intelligence artificielle pour tout vérifier, le réseau interne et tout ce qui se passe à l'extérieur, les mails, l'Office 365, et ainsi de suite. C'est assez onéreux. C'est une solution anglaise, je n'en dirai pas plus. Pour effectivement pour la sécurisation des mails, c'est peut-être une des briques qui est la plus rentable en termes de cybersécurité parce que c'est à la fois une des briques les moins coûteuses qu'il y ait et qui en même temps bloque à peu près 80% du vecteur d'attaque. Qu'il est intéressant effectivement de déployer cette brique-là. Et en plus, il y a un visuel quand on reçoit les mails qui ont des certificats. Il y a un visuel dans les logiciels de gestion de mail avec un petit certificat qui s'affiche. Donc, pour les utilisateurs d'une entreprise qui reçoit des mails de l'extérieur, ça les réconforte de voir ce genre de mail. Ils sont assurés que la personne est la bonne personne à l'autre bout qui a envoyé ce mail. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions à nos interlocuteurs? Non, plus personne. Les gens sont timides. On a Ok. été très Bon, du coup, Bonjour. J'ai envoyé une petite question par chat, autrement, si vous pouviez répondre, ce serait gentil. Oui, bonjour. Vous m'entendez? alors, Oui. on va prendre Oui. le monsieur Oui. qui parle, ça doit être Thierry, Ouais. c'est ça? Oui, oui, Thierry, ça Thierry Soiseau. Bonjour. Oui, alors nous on a déjà rencontré la gendarmerie. Alors on est à côté de Cognac, donc là c'est la gendarmerie de Seconzac, qui a aussi d'autres sites qui sont plus orientés sur la profession du cognac. Et c'est vrai que on commence à s'y perdre vu la multiplicité des sites institutionnels, on va dire, orientés sur la cybersécurité. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti ou pas, mais j'ai vu encore aujourd'hui des sites que je ne connaissais pas. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une démarche de rationaliser ce nombre de sites ou une meilleure Le site coordination. le site le plus reconnu quand même, celui de l'ANSSI, est cybermalveillance, hein. Oui. C'est D'accord. les deux autorités. Non, L'ANSSI, mais c'est quand même la en cas autorité. d'attaque, Comment? en cas d'attaque ou de remontée de cyberattaque qu'on aurait pu ou de phishing qu'on aurait, Vous avez on passe le pas. WinNC Enfin, avec le centre incident de réponse, le CERT en fait, hein, qui permet aussi de faire de la veille sur les différentes menaces ou vulnérabilités.
Non, mais Et en cas ça, d'attaque, vous pouvez toujours nous envoyer un mail. Enfin, voilà, si vous avez une attaque, vous pouvez toujours envoyer un mail. On va vous orienter vers les bons prestataires. Enfin, vers l'ANSSI, vers cybermalveillance, vers des personnes compétentes pour vous aider à sortir de votre impasse. non, mais on reçoit du phishing de temps en temps ou des choses comme ça qu'on pourrait remonter, mais c'est vrai que côté gendarmerie, on Mais va sur avoir le un site, chez vous, on va en avoir un autre. Enfin, on est un peu Non, c'est perdu le même. sur la multiplicité. C'est le même? Le site de phishing, de toute façon, Pharos, si vous allez sur la plateforme de signalement, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je l'ai visité, Pharos à Paris, c'est commandé par un commandant de gendarmerie. Et à l'intérieur de la cellule, vous avez des policiers et des gendarmes qui lisent la presse internationale sur tout ce qui est haine, attaque raciale, tout ce qui est pédopornographie. L'avantage de cette plateforme où vous allez envoyer le signalement, c'est que c'est une plateforme qui est nationale. Donc, ça regroupe tous les échanges, tous les envois de la France entière. Et c'est vraiment des gens qui lisent les envois derrière, pas des robots. Et cette plateforme, en fin de compte, ils vont regarder s'il y a des signalements qui arrivent toujours sur la même chose. À bout d'un moment, ils vont s'y intéresser parce que il y a peut-être une entreprise qui va subir un préjudice à cause de cette tentative de phishing. Et du coup, par tous les signalements, ils vont essayer de remonter à la personne. Et c'est comme ça qu'ils attrapent 80% des pédopornographies. Il y a beaucoup de remontées d'affaires qui se font par là. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'ils vont regrouper, s'ils identifient une personne qui est à Marseille, au lieu de passer par le parquet de Paris qui va solliciter le parquet de Marseille, qui va solliciter la gendarmerie ou la police de Marseille pour aller saisir la personne, cette plateforme va envoyer le dossier à la cellule de la gendarmerie ou de la police qui va bien à Marseille et ils vont, eux, saisir le parquet, ce qui fait qu'on gagne une étape juridique, si vous voulez, et les procédures vont bien plus vite. Ok, donc Pharos. On arrive à attraper, vous allez sur la plateforme de Pharos et vous faites votre signalement. Ok, ça marche. Voilà. Ok, j'ai ma réponse. Le plus reconnu, en tout cas le prioritaire est Pharos. Ok, Oui. merci. Si je peux me permettre, et bonjour, dans les liens, Cathy Ganuchot, dans le chat, Cathy Ganuchot est en train d'envoyer des liens au fur et à mesure, donc si vous voulez les récupérer. Christophe, pardon, je ne sais pas si Oui. tu as vu les questions, doit-on signaler systématiquement les mails de phishing? Et avez-vous des Ouais, exemples du coup, de chartes informatiques? Tu y as peut-être répondu, hein, excuse-moi. Non, j'y ai pas répondu. Du coup, pour les exemples de enfin, doit-on signaler les phishing? J'ai le sentiment que du coup, que nos deux interlocuteurs, enfin, nos trois interlocuteurs ont répondu juste avant. Et j'appuie vraiment leur point parce qu'en plus, c'est tous les phishing qui vont monter permettent d'alimenter aussi des bases de données alors, faudra voir pour Pharos, normalement remontent aux fournisseurs d'accès Internet et permettent aussi de catégoriser du coup les expéditeurs concernés, donc à la fois par leur IP et puis par les noms de domaine éventuellement utilisés, comme des spams. Donc ça peut être effectivement, ça peut contribuer globalement à la communauté, en plus de l'action de la police, de techniquement du coup remonter ces points. Je vous laisse répondre pour la partie exemple de charte informatique, peut-être. Je veux juste compléter votre information. Pour ceux qui sont intéressés, quand on va envoyer le questionnaire de satisfaction, vous enverrez aussi le lien pour vous inscrire éventuellement à nos mails de prévention et notre newsletter. Parce que quand il y a des mails qui sont trop attaquants et qui peuvent être piéger une personne, en fin de compte, on va anonymiser les mails et on les envoie à toute la liste de diffusion. Aujourd'hui, on a 390 entreprises qui sont inscrites dans nos mails de diffusion. Et quand il y a des nouvelles applications par l'ANSSI ou cybermalveillance, on fait aussi passer l'information. Donc, ceux qui voudront s'inscrire, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous envoyez un mail sur cybermenace-bordeaux@intérieur.gouv.fr et je vous enverrai le lien pour pouvoir vous inscrire aux nos mails de prévention. Après, sur la charte informatique, vous avez, il me semble que vous avez sur le site de la CNIL un modèle de charte informatique. Donc, vous pouvez aller également vous en inspirer, le récupérer. Et puis, l'ANSSI, il me semble aussi qu'ils ont un tutoriel qui traite du sujet aussi. Donc, à voir en fait sur le site de l'ANSSI et aussi, je pense, sur le site de la CNIL. Et la CNIL, par rapport au RGPD, qui vous donnera aussi des conseils par rapport à la mise en place de certaines choses qui vont protéger vos procédures cyber.
Puis il y a une dernière ressource aussi, c'est que vous avez aussi des prestataires informatiques qui peuvent, selon du coup leur capacité, vous proposer ce type de service comme une prestation. Oui, mais il y en a qui sont labellisés par l'ANSSI. Donc ça évite d'avoir tout et n'importe qui. On va dire c'est des gens qui sont reconnus pour leurs compétences dans le domaine. Il y a un nouveau label en fait qui existe depuis un an à peu près, qui est le label Cyber Expert en fait. Donc ce sont des entreprises labellisées et qui sont également listées sur le site de l'ANSSI, spécialisées dans la cybersécurité, et donc labellisées, donc certifiées par l'ANSSI. Donc vous avez ces experts cyber en fait qui sont listés également sur le site de l'ANSSI et qui bénéficient également de ce label. Et effectivement, vous avez une série de Le logo ressemble à ça en fait. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais le logo ressemble à ça. Pour le coup, on fait partie de ces entreprises Mais qui sont c'est très bien. labellisées experts cyber. Félicitations. Donc, vous pouvez vous adresser à Edeline, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Du coup, on va peut-être clôturer sur cette intervention. Merci beaucoup du coup aux intervenants qu'on a eus qui étaient de grande qualité. On aura d'autres webinaires sur la sécurité, notamment sur la sécurité, la sauvegarde de données, hein, qui constitue un des points essentiels de la sécurité. Si du coup, après sur la partie protection, vous avez envie de vous renseigner un petit peu sur les offres qui sont faites par Ideline, on a un autre webinaire le 24 mai à 14 h. Et puis, on inaugure bientôt notre prochain bâtiment de Mérignac avec cette fois-ci une intervention de l'ANSSI. Ça se passe le 7 juillet à Mérignac. Vous avez un QR code ici que je vous laisse un petit peu tourner si certains veulent venir nous rencontrer. Il y aura plusieurs partenaires, il y aura des gens de la cybersécurité, beaucoup de personnes de la cybersécurité, l'ANSSI encore une fois, et puis du coup on sera ravis de rencontrer tous ceux qui voudront venir faire un petit peu de réseau et puis passer un bon moment avec nous à ce moment-là. Mais ça serait peut-être l'occasion de venir vous rencontrer. Ça serait super. Avec plaisir. Avec plaisir. Je regarde Donc, s'il y a on en d'autres. parlera avec vous. Avec vous. Oui, pas de souci. Avec vous. Si vous voulez dire quelque chose. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci à tous. Oui, merci à tous les trois du coup, et puis tous les quatre avec Christophe, bien sûr. Et vraiment merci. Et puis on reste en contact. Oui, je vous envoie les questionnaires. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée, au revoir.